Voilà, donc bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième webinaire organisé par Galco. Ce webinaire-ci aura pour objectif de répondre à la question de comment éviter une contamination après le redémarrage de vos activités. Juste pour me présenter avant de démarrer, je m'appelle Gauthier Magnier, je suis bio-ingénieur de formation et je travaille chez Rialco en tant qu'expert en applications enzymatiques. Et donc, mon travail est principalement de réaliser ce qu'on appelle le troubleshooting, c'est-à-dire me rendre chez nos clients ou chez les personnes qui nous contactent parce qu'ils ont des problèmes de contamination sur leur ligne de production. Et l'objectif est de les aider en fait à localiser ces contaminations et à les aider en fait via l'application de protocoles de nettoyage et de désinfection à éliminer les contaminations et à prévenir également le retour de ces contaminations dans leur zone de travail. Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes au troisième webinaire. Aujourd'hui, l'agenda, en fait, je vais simplement, si l'image veut bien passer à la suivante. Voilà, il fallait cliquer. Donc, l'agenda ici de cette présentation, en fait, je vais faire trois parties. Donc, la première partie sera en fait un rappel du premier webinaire donné par mon collègue Benoît Duculot, qui s'attardait sur la problématique du biofilm. Ici, je vais juste en fait faire un petit récapitulatif de cette partie. Ensuite, c'était le deuxième webinaire qui avait été donné par ma collègue Lisiane Ernst et Laurent Delal et qui lui expliquait pourquoi nettoyer et désinfecter, même si ça semble assez logique. Et enfin, la troisième partie sur laquelle on va parler plus longuement, qui est donc comment optimiser le nettoyage et la désinfection pour éviter tout simplement d'avoir des contaminations. Alors, la première partie, comme je vous le disais, c'est sur le biofilm. Donc, qu'est-ce qu'un biofilm? Un biofilm, c'est tout simplement en fait une façon de vivre pour les micro-organismes. Donc, en fait, il faut se rendre compte que dans vos espaces de travail, vous allez tout simplement stresser les bactéries en essayant de nettoyer et de désinfecter pour les éliminer de cet environnement. Et les bactéries vont simplement réagir à cela et elles vont en fait générer une matrice de protection que l'on appelle EPS, qui est constituée de polymères organiques. Et cette membrane en fait va vous empêcher d'atteindre les micro-organismes et donc en fait de les éliminer de votre surface de travail. C'est donc évidemment une source de contamination constante pour vous, évidemment, et pour votre produit fini. Donc évidemment, très problématique. La composition d'un biofilm, je vous ai dit, donc, il y a une matrice de protection constituée d'EPS, et à l'intérieur, on va rencontrer toute une série de micro-organismes qui vont être capables de générer un biofilm. Alors bien sûr, généralement au sein d'un biofilm, on ne va pas retrouver tous les micro-organismes. On a généralement un, voire deux, maximum trois micro-organismes qui vont prendre en fait le lead à l'intérieur de ce biofilm. Mais nous allons également avoir des bactéries qui vont venir en fait profiter de ce biofilm pour venir se protéger à l'intérieur. Et une fois à l'intérieur, elles pourraient très bien prendre en fait le lead à l'intérieur et être une bactérie soit pathogène pour l'humain, soit une bactérie qui va réaliser en fait des modifications organoleptiques de votre produit. En plus de ces bactéries qui sont, comme vous pouvez le voir, des bactéries qu'on rencontre régulièrement et qui sont évidemment problématiques pour vous, on peut également avoir présence de virus tels que des phages qu'on va rencontrer et qui vont principalement être problématiques dans l'industrie fromagère, puisqu'en fait, elles vont venir contaminer les bactéries utilisées comme étant les ferments lactiques pour la réalisation du fromage. Donc, on a des problèmes de réalisation du process. On peut également rencontrer d'autres choses, telles que les moisissures ou les levures. Une levure qu'on rencontre assez bien dans l'industrie, principalement lactée, donc la réalisation de yaourts par exemple, c'est Candida albicans, qui en fait va venir modifier les paramètres organoleptiques du produit et donc rendre un produit inconsommable. Ici, vous avez une petite vidéo donc, qui vous montre ce qu'on peut voir avec un microscope lorsqu'on va essayer de développer en fait, un biofilm en laboratoire. Alors, bien sûr, vous êtes dans des conditions extrêmement favorables à ces bactéries pour développer un biofilm. On va évidemment essayer de ne pas avoir ça en zone de production, mais voilà, c'est la façon dont le biofilm va grandir. Juste pour vous donner quelques chiffres clés, beaucoup pensent que les bactéries vont vivre à l'état libre dans l'environnement, donc ce qu'on appelle l'état planctonique. En réalité, les études scientifiques montrent que 80% des bactéries en fait, vont vivre sous organisation de biofilms.
D'accord? Donc, c'est plutôt la norme, c'est de vivre sous forme de biofilm. Il faut savoir également que la problématique biofilm, c'est quoi? C'est que quand les bactéries sont protégées par la membrane EPS, qui constitue la protection du biofilm, ces bactéries sont 10 à 1000 fois plus résistantes aux molécules biocides. Donc, ça veut dire que le réflexe qu'on a généralement quand on a une contamination dans une zone de production, c'est d'augmenter en fait la concentration du produit désinfectant pour pouvoir tuer les germes. Et en réalité, vous allez appliquer ce produit sur le bouclier de protection du biofilm, mais vous n'allez pas réellement atteindre les micro-organismes qui sont protégés. Et en fait, vous allez même faire l'opposé. Vous allez probablement créer des résistances chez les bactéries parce qu'elles vont être légèrement en contact avec le produit biocide, mais pas suffisamment pour les tuer. Et donc, ce qui ne vous tue pas vous renforce. Un autre chiffre, c'est que 60% des intoxications alimentaires en fait, seraient causées par des bactéries qui sont organisées en forme de biofilm. Donc ça montre quand même que, voilà, en plus d'avoir les contaminations qui peuvent venir tout simplement via la matière première ou via les opérateurs qui vont manipuler la nourriture, on peut également avoir en fait des lignes qui sont contaminées et c'est donc en fait un produit sain qui rentre sur une ligne contaminée et qui se contamine et qui est problématique à la fin du process. Enfin, tout simplement, comme je vous l'ai dit, la majorité des bactéries vivent sous forme de biofilm. Et donc, quand vous allez réaliser des contrôles qualité sur vos lignes ou sur votre produit, ce que vous allez pouvoir trouver généralement, ce sont les bactéries libres. Et il est logique que si vous êtes en mesure de trouver cette bactérie sur une surface, cette bactérie va se retrouver en fait également dans votre produit fini, puisqu'elle a tout simplement été prise par le process et elle se retrouvera donc à la fin. Pour vous expliquer également cela, c'est le fait de trouver la bactérie, c'est quelque chose de logique sur la surface, puisque c'est la façon de vivre pour le biofilm. Donc, vous allez avoir des bactéries en fait, qui vont arriver sur une surface, et sur cette surface, elles vont se fixer. Et une fois qu'elles sont fixées, si vous n'appliquez pas un protocole de nettoyage et de désinfection adéquat, vous allez simplement favoriser les bactéries à générer leur matrice EPS. Et donc, on va avoir un biofilm qui va se former et qui va en fait prendre une forme tridimensionnelle. Et à un moment donné, le biofilm va être trop chargé en bactéries. Et donc, naturellement, ce biofilm va se mettre à libérer des bactéries qui étaient incluses et donc protégées à l'intérieur. Alors, soit il va libérer des bactéries, ou soit ce sont carrément des fragments de biofilm qui vont être décrochés et qui vont aller coloniser le process en aval. Alors, la problématique de cela, c'est quoi? C'est deux choses. C'est la libération d'un grand nombre de bactéries. Quand on libère un grand nombre de bactéries, bien évidemment, on a la possibilité que certaines d'entre elles passent à travers les contrôles de qualité, mais également les contrôles, les points d'attention, par exemple le contrôle technique. Si par exemple on réalise un point de chauffe sur le produit ou on essaye de réaliser une pasteurisation, à partir du moment où vous avez trop de germes, vous n'allez pas être en mesure de tous les tuer. Et également, quand vous avez des fragments de biofilm, les fragments de biofilm, eux, ils vont carrément pouvoir des fois passer à travers, par exemple, un pasteurisateur. On sait que c'est en industrie agroalimentaire, c'est vraiment quelque chose qui est le point de contrôle en fait, du produit, mais il a été prouvé par des études scientifiques que des fragments de biofilm sont en mesure de passer à travers ces pasteurisateurs et donc avoir carrément des contaminations post-pasteurisation. Donc, je vous le disais, les bactéries, simplement, elles sont libérées du biofilm et elles reviennent contaminer les surfaces. Et donc, voilà, on a un cycle qui tourne et qui est vraiment difficile à maîtriser. Alors, vous allez me poser la question de dire, OK, comment je peux savoir que j'ai un biofilm? Le fait d'avoir un biofilm, on va avoir des petits indicateurs qui vont vous permettre de savoir qu'il y a potentiellement en fait, un problème sur votre ligne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer? C'est tout simplement, par exemple, un pic de contamination. Donc, on réalise des contrôles qualité réguliers, on a une très bonne situation, et puis des fois, on a une contamination en pic comme ça, on a beaucoup de germes, on ne comprend pas pourquoi. Mais ça, généralement, c'est révélateur d'un biofilm qui se met à libérer. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand le biofilm va vraiment libérer. Donc, ça, c'est un des indicateurs. Ensuite, vous pouvez avoir en fait une diminution de la shelf life, donc de la durée de vie de votre produit. Vous êtes habitué à avoir un produit qui peut avoir une DLC assez longue et en fait cette DLC se raccourcit typiquement parce que vous avez des germes qui sont présents dès le début de la vie de votre produit et donc du coup vous diminuez les qualités organoleptiques de votre produit.
Vous pouvez également avoir des problèmes de rappel, des problèmes de plainte client. Donc, ce sont tous des indicateurs qui vont vous dire attention, j'ai peut-être une contamination. Et on peut également avoir avec certains germes, par exemple la listeria, tout simplement un consommateur qui est malade après avoir consommé votre produit. Et donc voilà, ça c'est typiquement le genre d'indicateur où il faut se dire, OK, j'ai ce type de micro-organisme dans mon environnement, puisque je l'ai dans mon produit fini. Et si ce micro-organisme est présent dans mon environnement, il faut que je le maîtrise pour éviter les contaminations. Alors maintenant, je vais passer sur la deuxième partie. Bon, ça va être un peu plus rapide, puisque la question est assez simple. Pourquoi nettoyer et désinfecter? Alors, si jamais vous avez plus de questions par rapport à cette partie-là, n'hésitez pas à contacter Rialco. Les webinaires qui ont été donnés par mes collègues précédemment sont disponibles, donc vous pouvez les revoir. Je pense que c'était assez intéressant de développer la question avec Lisiane et Laurent. Donc, pourquoi nettoyer? Nettoyer, c'est quelque chose d'assez évident, mais en fait, on va simplement vouloir répondre à la question de « Ok, je veux enlever tous les résidus organiques et inorganiques de mon environnement de travail. Je veux avoir un environnement propre. » Alors, avoir un environnement propre, c'est évidemment intéressant. C'est surtout intéressant à partir du moment où derrière, on veut désinfecter. Pourquoi? Parce qu'il ne sert à rien de désinfecter un environnement qui n'a pas été nettoyé au préalable. Pourquoi? Tout simplement parce que l'application d'un désinfectant sur des résidus qui sont sales ne va pas avoir son effet de désinfectant, ne va pas être capable en fait, de maîtriser les micro-organismes, donc ne pas être capable de réaliser sa tâche. Donc ici, si je reviens sur les détergents, donc le but du détergent, c'est d'enlever les résidus qui sont présents sur vos lignes. Alors, pour pouvoir retirer ces résidus, vous allez avoir différents produits. Alors, généralement, on les classe en 3 catégories. Le premier, c'est les produits acides. Donc, en fait, on se met sur la barrière pH, le potentiel hydrogène du produit. Et donc, en fait, le produit acide, il a pour objectif de gérer tout ce qui est dépôt calcaire. Donc, si vous avez en fait un dépôt calcaire sur une surface, on va obtenir une surface qui n'est plus lisse, mais qui est légèrement rugueuse. Et à partir du moment où on a ce type de surface, en fait, on augmente la capacité d'accroche des bactéries, mais également des matières organiques qui pourraient passer dues à la production sur les lignes. Ensuite, on va avoir généralement les produits alcalins, donc à pH très élevé, qui sont généralement à base de soude. Et ces produits ont pour objectif généralement de maîtriser tout ce qui est dépôts organiques ou organiques qui ont été brûlés. Donc, ces produits-là sont assez efficaces, mais ils ont la problématique justement d'avoir un pH élevé qui va donc être potentiellement dangereux pour les opérateurs, mais également pour le matériel sur lequel vous allez appliquer. Comme autre produit qui peut en fait venir substituer les produits alcalins, nous avons les produits neutres. Et généralement, avec les produits neutres, nous avons les produits enzymatiques qui, eux, vont avoir un mode d'action qui va être différent. Donc, ils vont agir sur les molécules organiques par en fait reconnaissance de ces molécules grâce à des enzymes. Donc, une enzyme n'est pas quelque chose de vivant, c'est une protéine qui est produite par des micro-organismes. Et en fait, sur la combinaison de différents types d'enzymes, on va pouvoir avoir un nettoyage très efficace en venant dégrader en fait les résidus organiques de la production. Pour ce qui est des désinfectants, on va avoir en fait différents types de molécules. Chaque molécule a son avantage, mais également évidemment des inconvénients. Et donc, il va être important de choisir les molécules que vous allez utiliser pour pouvoir justement cibler les micro-organismes ou les virus que vous voulez atteindre. Typiquement, la présentation donnée par Laurent et Lisiane expliquait voilà, qu'en temps de Covid actuellement, nous sommes sur un virus qui est ARN et qui est enrobé d'une membrane lipidique. Et donc, par exemple, les produits alcool fonctionnent très bien sur ce type de virus. C'est pourquoi aujourd'hui, voilà, vous avez le spray alcool qui est devenu assez important. On essaie de l'utiliser tout le temps. Mais je vous le rappelle, c'est important d'utiliser un désinfectant sur des surfaces qui ont été propres. Donc, par exemple, si vous avez les mains sales, appliquer un gel hydroalcoolique dessus ne servira strictement à rien. Il faut commencer par se laver les mains et ensuite vous pouvez appliquer ce genre de produit. Voilà, ce qui est important dans un protocole, et en fait c'est ce que je vais vous expliquer dans la partie vraiment de cette présentation qu'on va commencer après cette diapositive. Donc en fait, ce qui est important, c'est de commencer par choisir en fait, les molécules que vous allez utiliser pour le nettoyage et les molécules que vous allez utiliser pour la désinfection. D'accord? C'est la première chose à faire, c'est choisir les choses avec lesquelles vous allez travailler.
en considérant évidemment l'espace de travail que vous avez à nettoyer et à désinfecter, et également en fonction de l'activité que vous réalisez. Une fois que vous avez pu choisir cela et que vous avez pu designer en fait un protocole de nettoyage, il va falloir en fait appliquer ce protocole, vérifier la bonne application de ce protocole, parce qu'évidemment, on va avoir des opérateurs qui vont l'appliquer, et donc on passe toujours, on relie toujours sur l'être humain. Donc c'est important de former les gens et de vérifier comment ils vont travailler. Et ensuite, il sera important également de valider l'efficacité du protocole que vous avez designé, que vous avez mis en place, parce que ce n'est pas parce qu'un protocole fonctionne bien à un endroit qu'il va fonctionner bien partout. Donc ça, on va en reparler également dans la présentation. C'est important de cette étape de validation. Donc voilà, comment optimiser le nettoyage et la désinfection pour éviter d'avoir des contaminations. Donc c'est vraiment la question d'aujourd'hui. Je vais tout simplement commencer par la première partie qui me semble la base. C'est tout simplement l'hygiène personnelle. Donc l'hygiène personnelle, qu'est-ce qu'elle reprend? Elle reprend en fait vraiment l'hygiène de l'opérateur, aussi bien l'opérateur de nettoyage que l'opérateur qui va en fait travailler dans la zone de production. Et donc, il est important, tout simplement, de se laver les mains fréquemment. C'est encore plus d'actualité aujourd'hui avec la problématique du Covid. Se laver les mains sont en fait un élément ultra important en production agroalimentaire, puisqu'en fait, c'est avec ça que vous allez toucher la majorité des choses. Donc, en plus de vous laver les mains, il est important, par exemple, de ne pas porter de bijoux. On sait que c'est comme ça. Et dans le cas où, par exemple, vous ne pouvez pas enlever votre bague ou quelque chose comme ça, il ne faut pas avoir peur de venir couvrir, en fait, par exemple, votre bague. Vous pouvez, en fait, tout simplement porter un gant. Il faut également, en cas de blessure, tout simplement se soigner et couvrir la blessure. Il ne faut pas garder une blessure ouverte. Et on a également toute la tenue de travail qui doit être propre au sens figuré aussi, parce que voilà, il faut des habits propres, mais il faut également avoir choisi la bonne tenue de travail en fonction du travail que vous allez réaliser. Et on a également le port de la coiffe et des chaussures de sécurité. Éviter de fumer, donc souvent il y a des zones qui sont réservées pour pouvoir fumer. Ce qui est important, c'est comme le fait de passer aux toilettes, c'est après être sorti de zone de production, au moment où on va rentrer en zone de production, c'est de bien se nettoyer les mains et se les désinfecter. Ne pas manger également, donc c'est l'introduction en fait d'aliments qui peuvent être tout simplement des allergènes en zone de production, mais également voilà, tout simplement le fait de manger ou mastiquer, donc c'est également le fait de mâcher ou de chiquer n'a pas sa place en zone de production. Donc voilà, ce sont tout simplement des petits réflexes, des fois à rappeler aux opérateurs, mais qui sont ultra importants en fait pour ne pas commencer à avoir des problèmes. Donc je reviens sur l'hygiène des mains. Je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la base. J'ai régulièrement vu en fait des problèmes de contamination dans des zones de production liés à des opérateurs qui ne faisaient pas spécialement attention, ou tout simplement dans un sas où par exemple le distributeur à savon ou à désinfectant ne fonctionnait plus et on ne prend pas le temps en fait de venir le recharger. Mais voilà, pour moi c'est une énorme erreur, parce que c'est la façon dont les bactéries où les virus vont pouvoir rentrer dans les zones de production, et à partir de là, elles vont rentrer en contact avec des aliments qui sont évidemment souvent la source idéale pour les bactéries à se développer sur les surfaces. Donc, éviter les transmissions des contaminations, donc ça c'est quelque chose d'assez logique, mais en fait on ne s'en rend pas spécialement compte. Typiquement, c'est un objet qui va tomber au sol, et l'opérateur va le ramasser et tout simplement le reposer à sa place, ou ne pas en fait, après l'avoir ramassé, se relaver les mains. Et donc, c'est quelque chose de simple, mais qui peuvent vraiment être problématiques, vraiment spécifiquement dans le cas, par exemple, de cuisine ou d'atelier où on va avoir de la listeria. On sait que la listeria se déplace assez bien au niveau du sol, donc tout près des canalisations. Donc, quand quelque chose tombe au sol, c'est important en fait de directement avoir le réflexe de dire on va nettoyer le matériel qui est tombé au sol, mais on va également nettoyer les mains et se les désinfecter avant de continuer le travail. Et donc, je reprends aussi le dernier point, porter des gants ne suffit pas. Donc, le fait de porter des gants, ça peut être intéressant, comme je l'ai dit, par exemple, si on a une blessure ou si on porte, par exemple, un bijou. Donc, le port des gants est quelque chose de bien. Seulement, par habitude et par ce que j'ai pu voir dans les ateliers, le fait de porter des gants, on a tendance en fait à se dire ah oui, j'ai une protection sur ma main, et donc on va moins régulièrement changer sa paire de gants
ou en tout cas, on ne va pas se laver les mains. Et donc, généralement, c'est moins bien que de ne pas porter les gants. Alors maintenant, j'en viens sur un élément ultra important. Donc, en fait, c'est le cercle de Sinner. Nous, quand on donne des formations, on l'appelle le tact. Pourquoi? Parce que c'est un moyen mémotechnique de retenir les 4 éléments ultra importants pour obtenir un nettoyage et une désinfection de qualité. Donc, en fait, tact pour temps de contact, action mécanique, concentration, température. Donc, ces 4 éléments, s'ils ne sont pas respectés, ou si un d'eux n'est pas respecté, vous n'allez pas pouvoir atteindre un nettoyage et une désinfection de qualité. Donc, on va en revenir après dans la présentation. Mais donc, ce sont vraiment les éléments qu'il faut garder en tête et les éléments qu'il faut absolument maîtriser pour pouvoir éviter en fait tout problème. Donc, quand vous allez en fait choisir un produit de nettoyage ou de désinfection, vous allez généralement obtenir avec ce produit une fiche d'application qui va venir vous préciser différents types d'informations. L'information principale, évidemment, c'est le nom du produit, puisqu'il faut savoir avec qui on travaille. Ensuite, vous allez avoir l'usage du produit. L'usage du produit est quelque chose d'aussi assez important, parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez différentes classes de produits. Et ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte via le pH. Donc, généralement, vous avez l'information sur le pH du produit dilué. D'accord? Donc, vous allez avoir les produits acides, les produits neutres et les produits alcalins. Et chaque produit a une utilisation bien précise. Et dans le protocole, il y a un moment où l'utiliser. Par exemple, ça pourrait être une bêtise, mais vous pourriez avoir un produit qui est destination au nettoyage du sol, mais qui ne peut, par exemple, pas être en contact avec le produit fini, qui ne peut pas être en contact avec le produit que vous allez produire sur vos lignes. Et donc, l'utilisation de ce produit-là ne peut pas être en contact avec les produits alimentaires. Donc, il faut faire attention avec certains produits. Des fois, vous n'avez pas des produits pour tout faire. Ensuite, vous allez, sur cette fiche, généralement, avoir les 4 éléments essentiels au produit. D'accord? Donc, la température, l'action, la concentration et le temps. Ce sont les paramètres qu'il faut absolument respecter et donc il faut également connaître. Chaque produit a ses paramètres qui lui sont propres et donc il est important de les connaître pour être certain qu'ils sont bien appliqués par les opérateurs lors des actions de nettoyage et de désinfection. Donc la température, tout simplement, on va généralement avoir une température assez basse, donc une température soit froide, soit de température ambiante avec un produit acide. Pourquoi? Parce que généralement, on va essayer d'éviter d'avoir des vapeurs. Pourquoi? Parce que les vapeurs d'acide sont généralement désagréables pour les opérateurs. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de travailler des températures plus basses. Par contre, avec un produit alcalin, donc quand on va vouloir enlever par exemple des résidus organiques, voire des résidus brûlés, on va devoir aller sur des températures plus élevées qui sont parfois non atteignables, tout simplement en zone de production. Pourquoi? Parce que l'optimum pour un produit à base de soude est dans l'ordre de 80 degrés Celsius. Une température évidemment qu'un opérateur ne pourrait pas maîtriser. Et c'est pour ça en fait qu'on peut avoir un réel intérêt à l'utilisation d'un produit neutre type produit enzymatique, puisque l'optimum de température va se situer entre 45 et 55 degrés, qui est donc en fait la température de l'eau chaude dans une zone de travail. Ensuite, l'action, donc c'est le mode d'utilisation du produit. Est-ce que le produit va être un produit moussant? Est-ce que ça va être un produit pour un système nettoyage en place? Est-ce que c'est un produit qui peut être touché par la main de l'opérateur ou est-ce que c'est un produit pour lequel il faut vraiment se protéger? Donc voilà, il y a des actions et c'est important de le savoir. La concentration, chaque produit a été validé comme étant efficace à une concentration qui est donnée. Donc, il est certain qu'un sous-dosage ne sera jamais acceptable parce qu'on ne pourra jamais atteindre l'efficacité qui était recherchée. Mais un surdosage peut également, avec certains produits, être quelque chose de problématique. Donc, il ne faut pas se dire, OK, je vais mettre plus de produits, ça ira mieux. Non, ce n'est pas le cas. Le fait de surdoser, des fois, ça peut être problématique. La concentration, c'est donc un paramètre ultra important qu'il faudra régulièrement contrôler parce que quand on va travailler avec des systèmes de dilution automatisés, par exemple sur le mur, donc des systèmes de dilution, si vous ne vérifiez pas vos concentrations de produits qui sont dilués, vous ne savez pas tout simplement à quel dosage votre produit est utilisé et donc vous ne pouvez pas savoir s'il y a un problème. Je vous l'ai dit, si la concentration est trop faible, vous ne respectez pas le cercle de Sinner et donc tout simplement vous ne pouvez pas, même si vous travaillez bien, atteindre un nettoyage de qualité. Le temps de pause à respecter, donc c'est également un paramètre ultra important puisque le produit, peu importe quel produit vous allez utiliser, a besoin d'un certain temps pour pouvoir réaliser son action. D'accord? Donc, vous devez connaître le temps d'action. C'est généralement situé entre 5, 10, 15, maximum 30 minutes.
D'accord? Donc, voilà, vérifier le produit. C'est par exemple maintenant la raison pour laquelle, avec certains savons, on vous dit aujourd'hui, quand vous lavez les mains pour éviter la transmission du Covid, ben, nettoyez-vous les mains 30 à 60 secondes. Pourquoi? Ben, parce que tout simplement, c'est le temps nécessaire pour les molécules du produit à passer la barrière lipidique du virus et pouvoir en fait l'anéantir. Donc voilà, il y a toujours une raison derrière et vouloir aller trop vite n'est jamais une solution. Enfin, vous pourrez également avoir les dangers et sécurités si applicable. Donc, en fait, généralement, c'est les informations par rapport au port des EPI. Donc, quels sont les équipements de protection que les opérateurs doivent porter lorsqu'ils vont utiliser les produits. Vous êtes sur des produits chimiques, voire des biocides. Donc, ce sont des produits qui, normalement, ne sont pas destinés à spécialement être en contact avec la peau des opérateurs. Donc, il faut parfois se protéger et donc, il est important de respecter ces règles. On en arrive sur le protocole. Donc, je vous l'ai dit, une fois que vous avez choisi les molécules, donc les produits avec lesquels vous allez travailler et designer votre protocole, il est important de choisir le type de protocole que vous allez utiliser. Alors, généralement, on classe les protocoles selon deux catégories. Nous avons les protocoles en 3 phases et les protocoles en 5 phases. La grande différence entre les deux protocoles, c'est simplement en fait que quand vous travaillez en 3 phases, vous utilisez un produit généralement appelé 2 en 1. Donc, un produit qui est capable de nettoyer et également désinfecter. Vous travaillez sur un protocole de 5 phases, vous avez en fait tout simplement une partie nettoyage avec un détergent et vous avez une partie désinfection avec un désinfectant. Lorsque vous réalisez un nettoyage en 3 phases, généralement vous allez pouvoir utiliser ce type de protocole quand la production n'a pas été spécialement très longue ou que les choses à nettoyer ne sont pas extrêmement sales. Donc, je parle généralement tout ce qui va être cuisine, tout ce qui va être atelier de production avec une consommation relativement rapide du produit après fabrication. Vous allez partir en fait sur un protocole 5 phases, généralement plus dans l'industrie agroalimentaire. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous faites des très grandes productions, des fois ça peut être des productions de plus de 24 heures, et derrière ça, vous allez avoir un nettoyage qui va durer des fois jusqu'à 6 heures. Et donc en fait, vous allez devoir vraiment avoir une séparation entre le nettoyage et la désinfection. La première phase, de toute façon, elle est commune dans les deux protocoles. Vous allez avoir un dégrossi, ce qu'on appelle en fait le premier rinçage. Cette étape est extrêmement importante puisque cette étape a pour objectif en fait de retirer tous les résidus organiques qui sont visibles à l'œil nu. Donc, généralement, vous devez être en mesure de retirer le plus gros des choses manuellement avant même d'appliquer le produit de nettoyage ou le produit de nettoyage désinfection si vous utilisez un 2 en 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, le travail du produit, c'est de pouvoir nettoyer ce qu'on ne va pas spécialement voir à l'œil nu et surtout de pouvoir maîtriser tous les micro-organismes qui, eux, ne sont absolument pas visibles. Derrière cette application de produit, vous allez avoir l'étape de rinçage qui est extrêmement importante également. Pourquoi? Parce que, à nouveau, le produit de nettoyage ou le produit de désinfection n'a pas été prévu pour être spécialement en contact avec le produit alimentaire que vous allez produire sur votre ligne. Et donc, tout simplement, il est important de rincer pour en fait éliminer tout ce que vous avez nettoyé, mais également éviter les restes de résidus de vos produits chimiques. Donc ici, vous avez simplement le protocole en 5 phases qui vous montre la différence avec le protocole 3 phases. Tout simplement, on a une séparation entre les deux étapes, avec un rinçage évidemment entre les deux pour éliminer tout ce qui a été nettoyé et avoir une surface vraiment propre et prête à recevoir en fait le désinfectant qui lui aura pour vraiment objectif de tuer les micro-organismes. Je reprends quelques points d'attention, tout simplement parce que ce sont des choses que je peux voir régulièrement quand je visite des clients. Donc en fait, vous allez avoir des équipements pour appliquer les produits. Donc ça peut être tout simplement des pistolets, ça peut être des canons à mousse, ça peut être des brosses, ça peut être des éponges, ça peut être des chiffons, enfin plein d'outils. Des outils en fait qu'on va considérer comme étant des outils qui nous permettent de réaliser le nettoyage, mais on ne se dit pas que ces outils eux-mêmes auraient en fait bien besoin des fois d'être nettoyés et voire désinfectés. Donc en fait, il faut se rendre compte que quand vous allez passer tout simplement une brosse ou un chiffon sur une surface, en fait, vous allez venir y accrocher beaucoup de choses parce que vous réalisez un nettoyage, donc vous êtes on va dire en partie sale. Et donc en fait, il est important de ne pas oublier de nettoyer et de désinfecter ce type d'outils parce que ce sont vraiment des sources de contamination dans les zones de production. Nettoyage et désinfection des mains et chaussures, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est extrêmement important. J'ai déjà régulièrement vu en fait, des opérateurs qui réalisaient un extrêmement bon nettoyage et une super désinfection. Et en fait, derrière,
ils ne pensent pas à se renettoyer les mains ou simplement ils ne pensent pas à passer avec leurs chaussures sur les lave-chaussures, en tout cas les systèmes de désinfection des chaussures en rentrant dans les zones de travail. Et en fait, en réinstallant le matériel, en fait, avant de pouvoir recommencer la production, ben, ils contaminent tout ce matériel et derrière ça, on va avoir une production qui va en fait être contaminée tout simplement parce que les opérateurs n'ont pas fait attention lors du remontage des équipements. Donc à nouveau, c'est ultra important. On réalise un nettoyage, on réalise une désinfection. Il faut penser à soi-même. Il faut penser à se dire, OK, quels sont les éléments avec lesquels je peux toucher les surfaces qui ont été propres? Ben, généralement, ce sont les mains et les pieds. Et donc, il est important à nouveau de se renettoyer et désinfecter les mains et les chaussures. Enfin, toujours rincer le matériel après le nettoyage et après la désinfection. Ben, je vous l'ai dit, vous travaillez avec des produits chimiques ou des biocides. Et donc, il est important en fait, de bien réaliser ce rinçage final qui va faire en sorte que vous allez éliminer les choses, mais également éliminer les potentiels résidus des produits. Accompagné évidemment dans les bonnes pratiques d'hygiène, il y a également la sécurité. Donc la sécurité, on en parle de plus en plus. On essaye que les opérateurs ne soient pas victimes d'accidents et donc c'est quelque chose d'extrêmement important. La règle de base avec les produits chimiques, c'est de ne jamais les mélanger. Donc le fait de mélanger des produits chimiques, ben, vous pouvez tout simplement créer en fait des réactions exothermiques, donc des actions de chauffe, et donc on peut avoir un risque d'accident. Vous pouvez également avoir des risques d'explosion avec certains produits, s'ils sont mal stockés par exemple. Donc la sécurité va également va de pair avec le stockage des produits. Et vous pouvez également, tout simplement, en mixant différents produits, avoir des productions de gaz qui vont être extrêmement nocifs et qui peuvent tuer des personnes. Donc il faut faire attention. J'ai encore récemment vu en usine en fait, des opérateurs qui travaillaient sur 2 lignes qui étaient l'une à côté de l'autre et ils travaillaient avec des produits chimiques différents qui ne pouvaient normalement pas rentrer en contact. Et quand je leur ai fait la remarque, ils m'ont dit « Ah oui, mais on travaille sur 2 lignes différentes, donc il n'y a pas de problème. » En réalité, il y a un problème parce que vous allez appliquer le produit sur 2 lignes, mais par contre, les écoulements vont se retrouver dans le même réseau d'égouttage. Et dans le réseau d'égouttage, le croisement des produits peut en fait produire justement des vapeurs, des gaz qui vont vraiment être toxiques. Et donc, c'est vraiment des choses à proscrire. Donc, généralement, la règle, c'est de dire on travaille avec un seul type de produit à la fois et on réalise un rinçage avant de pouvoir appliquer un deuxième type de produit. Respecter les consignes de protection. Donc, comme je l'ai dit, chaque produit est accompagné d'une phrase de risque et qui va vous dire en fait les EPI à porter lors de l'utilisation du produit. Donc, ça peut être des gants, des lunettes, un masque. Chaque produit a vraiment du matériel à respecter. En cas de contact avec le produit, la règle de base, c'est de se dire OK, il faut absolument rincer. Pourquoi? Parce que le fait de rincer, vous allez venir diluer en fait le produit et donc minimiser le risque de brûlure ou le risque de réaction de la peau de l'opérateur, encore plus si c'est par exemple dans le cas d'un œil. Donc c'est vraiment le réflexe à avoir, c'est rincer et surtout savoir connaître le produit avec lequel on travaille parce que chaque produit est accompagné d'une fiche de sécurité sur laquelle est référencée la matière active du produit. Et donc, à partir de ça, les médecins sont en mesure de pouvoir gérer au mieux le contact du produit chimique avec l'opérateur. Alors, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on avait choisi les molécules avec lesquelles on allait travailler, une fois qu'on a designé un protocole, on va devoir décider le périmètre d'application du produit. Donc, chaque zone dans une industrie ou dans une cuisine collective va avoir un protocole qui va lui être propre et surtout, même si c'est le même produit qui peut être utilisé parfois, il y a en fait une périodicité entre les applications des produits. Donc, généralement, on parle de la zone 1, donc c'est le cœur de l'activité, donc ce sont vraiment les surfaces qui sont en contact avec le produit, dans lesquelles on va vraiment travailler tous les jours. Et donc là, ce sont les zones sur lesquelles on va avoir un nettoyage qui est plus approfondi, parce qu'aucune surface ne peut être épargnée lors de ce nettoyage. Ensuite, on pourra avoir des zones annexes. Donc, on va souvent avoir les zones 2, voire les zones 3, qui sont en fait les zones de stockage, les zones de réserve, les couloirs, les murs, donc tout ce matériel, toutes ces zones par lesquelles on va pouvoir en fait se déplacer, mais qui sont également des zones dans lesquelles on peut avoir des contaminations ou en tout cas être un réservoir en fait pour les micro-organismes qui vont après pouvoir en fait rentrer dans la zone d'activité propre, donc la zone 1, et être problématique. En cette période de crise sanitaire, il est certain que les zones 2 et les zones 3
qui normalement peuvent se contenter d'un nettoyage une fois par semaine, une fois par mois, ou voire même juste une ou deux fois par an. Mais il va falloir y penser un peu plus et se dire, OK, il faut peut-être réaliser un nettoyage, voire une désinfection dans ces zones plus régulièrement afin d'éviter l'entrée des bactéries ou du virus. Avec la crise sanitaire, on sait également que le virus peut rentrer par l'extérieur, enfin venir de l'extérieur. Et donc, les quais de réception sont vraiment une zone sur laquelle il ne faut pas négliger. Donc, typiquement, les caisses qui vont rentrer, les cajots, tout ce matériel en fait, qui part à l'extérieur et qui revient après, soit à l'usine, soit dans la cuisine, sont vraiment, il faut vraiment avoir un sas en fait, sur lequel on va pouvoir faire une décontamination. Alors, l'application d'un gel hydroalcoolique, moi je ne le conseille pas, c'est réellement réaliser un nettoyage, voire une désinfection sur ce matériel qui va vous permettre en fait de pouvoir maîtriser ce type de problème. Donc simplement les surfaces, ben voilà, on va avoir différents types de surfaces qui vont être des surfaces problématiques et sur lesquelles il va falloir se concentrer en ce moment. Donc typiquement les interrupteurs, les clinches de porte, donc tout système d'ouverture, ce sont des choses, on ne s'en rend pas compte, mais on les touche énormément chaque jour. Et donc il va vraiment falloir en fait y penser dans le protocole qu'on a designé actuellement. Vous allez également avoir tout du petit matériel, du matériel sur lequel vous allez avoir pas mal en fait, de contact de nouveau avec les mains. Donc, je vous rappelle, les mains sont vraiment le plus gros problème, on va dire, et sur lequel il faut faire attention. Le matériel également de transport, évidemment, puisque vous allez chaque fois avoir des poignées sur lesquelles vous allez venir appliquer vos mains, mais également, par exemple, les seaux, les anses, les cagettes, comme je le disais, les tables, les trancheuses. Ben, on sait que les trancheuses et le matériel de tranchage, donc couteau et tout ça, sont des zones problématiques. Pourquoi? Parce que généralement difficiles à nettoyer, on essaye de ne pas trop toucher, justement. Donc, ce sont toutes des surfaces problématiques. Le matériel d'hygiène, mais bien sûr, il ne faut pas l'oublier. On va se laver les mains, mais bien sûr, on va toucher des fois des choses. Donc, il va être important, en fait, aussi de désinfecter toutes ces zones. Alors ici, je vais juste vous montrer quelques photos pour vous montrer le type de problème qu'on peut rencontrer. Donc ici, on a un industrie agroalimentaire. Vous pouvez voir, je vous ai dit, la première étape d'un nettoyage, c'est réaliser un dégrossi. Donc c'est enlever toute matière organique qui sont visibles. Donc ici, vous pouvez voir que vous avez déjà de la mousse qui est appliquée dans la surface. La mousse signifie qu'on est déjà en phase de nettoyage. Donc ça veut dire que tout morceau de viande aurait dû être éliminé. Donc ça, c'est pour moi un gros problème. Le fait de laisser ce type de résidus organiques dans la zone, en fait, ça empêche d'avoir un nettoyage vraiment optimal. Ensuite, la qualité de la mousse. Donc, je vous ai dit, important de valider tout simplement la concentration du produit lorsqu'il est dilué par un système de dilution automatisé. Pourquoi? Parce que si on n'atteint pas la concentration qui est indiquée par le fournisseur, on ne va pas pouvoir avoir un nettoyage de qualité. Donc ici, vous avez typiquement une mousse qui n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que le produit n'est pas suffisamment concentré lors de la dilution automatisée. A contrario, ici, vous avez une photo où il vous montre une mousse qui a été correctement appliquée. Toutes les surfaces ont été couvertes et la mousse est d'une qualité, on va dire, mousse à raser. Donc, on va avoir un temps de contact qui va être prolongé et donc on va avoir un nettoyage efficace. Tout simplement, un opérateur appliquant un produit dans une industrie agroalimentaire, comme vous pouvez le voir, il est important que l'opérateur connaisse le matériel qu'il a nettoyé. Pourquoi? Parce qu'il va savoir où il doit appliquer son matériel. Et c'est là que je vous dis, il est également important de superviser les opérateurs de nettoyage. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent le nettoyage tous les jours et des fois, ils oublient certaines zones. Donc, il est important d'avoir un regard extérieur de temps en temps pour vous dire, attention, sur ces zones-là, tu dois t'insister ou sur ces zones-là, tu dois penser à appliquer ton produit. Alors maintenant, je vais juste passer sur les solutions enzymatiques qui existent et qui en fait vont pouvoir vous aider pour réaliser un traitement préventif, voire curatif, donc dans le cas où vous avez l'impression qu'une dérive peut s'installer dans vos zones de production. Donc nous avons différents types de produits chez Rialco. Nous avons des produits pour les surfaces ouvertes et des produits pour les systèmes fermés, donc les systèmes CIP. Ici, nous avons un premier produit, donc le BioRMBF, qui est un produit en fait, pour le traitement des surfaces ouvertes, principalement dans les cuisines en fait, collectives, donc dans les ateliers de production. Donc en fait, on a un produit qui va à la fois pouvoir être utilisé en préventif ou en curatif, et produit qui en fait va être appliqué via un petit pistolet qu'on peut venir directement connecter sur les centrales de dilution qui sont généralement utilisées dans les cuisines.
Donc voilà, c'est un produit relativement simple sur base d'enzymes et qui vous permet en fait de venir enlever les résidus organiques incrustés, mais également supprimer un biofilm qui aurait pu s'installer. Quand vous êtes en industrie agroalimentaire, vous avez besoin généralement d'un produit qui va être plutôt moussant. Et donc là, nous avons également une gamme de produits qui vous permettent de faire les traitements préventifs, voire les traitements curatifs. Ensuite, pour CIP, tout simplement, on évite d'avoir un produit moussant. Et donc là, vous allez avoir un produit qui va rester liquide, à la fois de nouveau pour les traitements préventifs ou les traitements curatifs. Alors, ça nous amène directement sur la conclusion. Donc, les messages ici à retenir, tout simplement, pensez à respecter les bonnes pratiques d'hygiène. On sait que c'est la base, mais il est important de commencer par la base pour pouvoir obtenir un nettoyage de qualité. Ensuite, vous allez devoir définir un protocole de nettoyage et de désinfection qui sera efficace. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir choisir le produit que vous allez utiliser pour le nettoyage ou voire la désinfection. Vous allez devoir vérifier que les opérateurs l'appliquent bien et vous allez devoir également valider que ce protocole est le protocole idéal pour vous. Sachez également, parce que en repassant dans pas mal d'usines ici avec la problématique Covid, on a eu pas mal de clients qui ont dû s'adapter. Donc, souvent, les productions ont dû être augmentées parce que la demande sur les magasins était plus importante. Et donc, certains avaient pensaient rester sur leur protocole habituel. Et le fait d'augmenter la production, ça a un impact également sur ce que le nettoyage va devoir faire. Le nettoyage va devoir en fait nettoyer plus qu'à l'habitude. Et donc, des fois, il est important également de valider que le protocole qui était en place est toujours capable d'éliminer tout ce qui était à éliminer. Réaliser un traitement préventif en cas de doute. Donc, vous avez des solutions, les solutions existent et vous permettent en fait de simplement venir éliminer tout résidu organique ou biofilm qui aurait pu s'installer. Le fait d'arrêter en fait une zone de production pendant une période de temps, le risque c'est quoi? C'est si le nettoyage et la désinfection n'ont pas été totalement efficaces, vous avez des résidus organiques qui restent sur la surface. Ces résidus organiques sont source d'aliments pour les bactéries qui ont pu également rester dans la surface. Et ces bactéries, par exemple, imaginez la température de la zone de production s'est réchauffée parce qu'on a arrêté le système frigorifique ou on a augmenté la température dans la zone de production. Et donc, ce sont des facteurs qui vont être favorables aux bactéries pour former un biofilm. Et donc, quand vous allez redémarrer la production, vous avez un grand risque en fait, d'avoir une contamination sur vos productions. Et enfin, avoir recours à un traitement curatif. Si vous avez des contaminations qui sont avérées, vous savez que vous avez un problème, n'hésitez pas, des solutions existent et permettent en fait de décontaminer vos zones de travail. Alors, qui sommes-nous? Tout simplement, Realco, société belge. Nous sommes actifs à l'international puisque nous avons des revendeurs un peu partout dans le monde. Mon travail est généralement de superviser et d'aider nos partenaires à travers le monde. Nous ne sommes pas une nouvelle entreprise puisque nous avons plus de 30 ans d'expérience dans l'hygiène et notre corps métier, c'est vraiment l'utilisation des enzymes. Donc, nous sommes vraiment sur des solutions enzymatiques pour pouvoir justement gérer tous les dépôts organiques qui soient facilement atteignables ou fortement incrustés dans les surfaces et également pour gérer tout ce qui est la problématique biofilm. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère que cette présentation vous a été intéressante. Et maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Ma collègue va me donner vos questions et je pourrai directement y répondre. Bon, il semblerait qu'il n'y a pas spécialement de questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions qui vous viennent par après, également, vous ne devez pas avoir peur à nous contacter. Apparemment, il y a une question qui est arrivée. Commercialisez-vous des kits de détection de biofilms? S'il te plaît. Oui, donc en fait, nous avons des kits de détection qui vont permettre de détecter la présence de résidus organiques incrustés, voire de biofilms. Mais généralement, ces kits en fait, ne sont pas disponibles à la vente.
C'est en fait un service que l'on offre. Et donc, en fait, on peut nous demander, et c'est en partie le travail de mon département, c'est de se rendre sur site pour rencontrer les clients qui ont des problématiques et en fait les aider via ces outils de détection, leur montrer ben, voilà, si leurs surfaces sont contaminées ou pas et en fait les accompagner dans le design d'un protocole qui leur permettront en fait de décontaminer les zones. Voilà, ben donc merci beaucoup pour votre attention et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à recontacter Rialco si vous avez, si vous avez des questions qui vous viennent. Et si vous êtes également intéressé par revoir les webinaires qui ont été donnés par mes collègues, c'est tout à fait possible puisque les webinaires ont été enregistrés. Voilà, une bonne journée à tous et au revoir.